Et contrairement aux autres sessions qui parlaient un peu des aspects techniques de la triple élimination, ce soir nous allons discuter plutôt du leadership nécessaire qu'il faut pour déployer la triple élimination dans nos différents pays. Le seul panéliste présent ce soir, c'est Dr Moussa Bachabi. Dr Moussa Bachabi est le coordonnateur national du programme santé de lutte contre le sida du Bénin. Donc, il va nous faire sa présentation et je pense qu'après, avec l'absence des autres intervenants, on aura plus de temps pour discuter. Donc, je vous prie d'accueillir Dr Moussa Bachabi. Merci. Je voudrais remercier les organisateurs de ce congrès pour l'opportunité qui m'est donnée de partager avec l'expérience du Bénin en lien avec la triple élimination. Alors ma communication pour ce faire est intitulée « La triple élimination, le leadership dont nous avons besoin pour relever les défis ». Alors, pour présenter cette communication, elle est axée autour de 4 grands points. Le premier point serait une introduction. Et dans un deuxième temps, je vais présenter l'état des lieux, à savoir que nous allons parcourir un peu les progrès que nous avons obtenus dans le monde et en Afrique, et puis quelques défis qui persistent. Et puis nous allons aborder en troisième point le leadership dont nous avons besoin, avant de parler du cas spécifique du Bénin, qui va parcourir l'historique de la PTME au Bénin de 2000 à 2025, la mise en œuvre de la triple élimination au Bénin, le leadership politique et institutionnel, le leadership scientifique et programmatique, et puis je vais terminer par le leadership communautaire. Slide. Alors, en introduction, je dirais que en 2022, l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé 3 stratégies mondiales interdépendantes qui fixent des cibles ambitieuses pour la triple élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite virale B. Et en 2025, alors que nous parlons de progrès et d'innovation scientifique, des milliers d'enfants continuent de naître chaque année avec le VIH, avec l'hépatite virale B et ou avec la syphilis. La triple élimination n'est pas seulement une stratégie de santé publique, c'est un symbole, celui d'un continent africain qui refuse que plus qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH, l'hépatite B ou la syphilis. La triple élimination est alors à la fois un objectif scientifique atteignable et un test pour notre leadership collectif. Alors, en matière de progrès, qu'est-ce que nous avons déjà obtenu dans le monde? Il faut noter que slide. Plus de 15 pays dans le monde ont déjà atteint ou approchent les critères OMS pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B. Et ces progrès s'étendent désormais vers l'élimination de la syphilis et de l'hépatite B. Les îles Maldives constituent les premières à avoir réussi la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B. Dans les pays africains, nous avons essentiellement la Namibie, qui a atteint une étape clé dans l'ETME du VIH, de la syphilis, en adoptant une approche intégrée de la santé. Et puis le Botswana est le premier pays fortement touché par la pandémie du VIH à avoir atteint une étape importante dans l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Slide.
Le cas du Bénin. Le Bénin n'a pas encore atteint l'ETME, mais le Bénin est candidat pour la validation de l'ETME par rapport au VIH et à la syphilis. Actuellement, nous avons un accompagnement de l'OMS en cours qui est en train d'aider le Bénin à mettre en place le dispositif pour pouvoir aller à cette validation. Alors, il faut noter qu'en autre progrès que nous avons obtenu dans le monde, nous avons aujourd'hui dans la plupart de nos pays l'intégration des tests combinés VIH-syphilis en soins prénataux. C'est une avancée notable. Également, il faut noter que la vaccination contre l'hépatite B à la naissance s'observe aujourd'hui dans près de 70% de nos pays et cela constitue une avancée notable. Slide. Alors, ces progrès ne sont pas sans défis. Nous avons un certain nombre de défis parmi lesquels il y a le manque d'intégration des services prénataux VIH-hépatite, il y a une faible couverture du dépistage précoce par rapport au VIH et par rapport au traitement des femmes enceintes pour le VIH. Nous notons encore des disparités géographiques et sociales dans l'offre des services de PTME, surtout dans la région ouest africaine. Il y a un manque de leadership coordonné et puis des financements qui deviennent de plus en plus insuffisants. Slide. Alors, par rapport à la triple élimination, de quoi avons-nous besoin? Dans nos pays, nous avons besoin non seulement d'un leadership politique et institutionnel, mais également il faudrait un leadership scientifique, programmatique et puis un leadership au niveau des communautés. Diapo. Slide. Alors, qu'en est-il du cas spécifique du Bénin? Je vais m'attarder un peu sur le Bénin, slide, par rapport à cette première diapositive qui en fait ici décrit l'historique de la PTME au Bénin de 2000 à 2025. Alors il faut remarquer que la PTME a démarré au Bénin en 2000 avec une phase pilote à travers 33 maternités qui sont localisées essentiellement à Cotonou et en périphérie de Cotonou. Et au cours de cette phase, à la fin de cette phase, il y a une évaluation pilote qui a été réalisée et qui a permis de passer à l'échelle dans la période de 2004 à 2006. Alors, le passage à l'échelle, à l'issue de ce passage, nous avons réalisé des enquêtes CAP, d'accord, des enquêtes des plans intégrés de communication pour voir l'acceptabilité de cette stratégie au niveau de la population. Dans la période de 2007 à 2012, il y a eu la transition vers les schémas thérapeutiques plus efficaces avec le traitement antirétroviral et également la prophylaxie antirétrovirale. Il faudrait dire qu'à chaque fois que l'OMS fait sortir des recommandations, le Bénin, au plus 1 à 2 ans après la sortie de ces recommandations, le Bénin adapte ses stratégies et se conforme aux recommandations de l'OMS. Ainsi, dans la période de 2021 à 2023, nous avions procédé à la généralisation de l'utilisation des tests diosyphilis. On a validé l'utilisation de l'algorithme à 3 tests et puis il y a la vaccination des nourrissons par rapport à l'hépatite B qui se fait à la naissance. Et dans la période 2021 à 2023, il y a eu, je l'ai déjà parcouru, la période 2021 à 2025, nous avons eu l'expérience pilote par rapport à la triple élimination qui s'est réalisée d'abord dans 2 zones sanitaires, puis étendue à 5 zones sanitaires, et nous pensons aller à 50% de couverture nationale par rapport à la triple élimination en y intégrant les tests de l'hépatite B chez les femmes enceintes. Nous avons, au cours du trimestre passé, développé une stratégie nationale de triple élimination avec l'accompagnement de l'OMS en utilisant les outils nécessaires pour que cette triple élimination se fasse selon les recommandations de l'OMS. Slide. Alors, par rapport à la mise en œuvre de la triple élimination, il faut dire qu'au Bénin, les programmes hépatite et VIH sont séparés jusqu'à présent, ce qui devrait être une contrainte pour la mise en œuvre de cette triple élimination. Mais, vu le leadership au niveau du pays, nous avons pu intégrer et les 2 programmes se sont réunis pour pouvoir aller à la triple élimination en couplant
les tests syphilis duo avec les tests hépatite pour le bénéfice des femmes enceintes. Ainsi, il faut remarquer qu'au Bénin, nous avons une surveillance sentinelle du VIH qui a démarré depuis les années 2000 et ça se poursuit jusqu'à présent. Et à partir de l'année 2020, nous avions essayé de coupler le dépistage du VIH au dépistage de la syphilis sur les sites sentinelles afin de voir quelle serait la prévalence de l'hépatite B chez les femmes enceintes. Et notre expérience a montré une prévalence de 7,3% de la prévalence de l'hépatite B chez les femmes enceintes contre 0,98% pour le VIH. Cela a été un élément, un déclic, un élément déclencheur pour l'adoption de la stratégie de l'OMS sur la triple élimination. Ainsi, déjà depuis la subvention GC6 du Fonds mondial, nous avons planifié l'acquisition des intrants à l'effet que les femmes enceintes puissent bénéficier au même titre du VIH, du dépistage de l'hépatite B. Alors, qu'est-ce que nous avons fait par la suite? C'est d'adapter les modules de formation sur la PTME, les médicaments Poussiga que vous connaissez, auxquels nous avons intégré l'hépatite B déjà depuis 2012. Et nous avons démarré l'expérience pilote sur 2 zones sanitaires, ce qu'on appelle des districts sanitaires, puis on l'a élargi à 5 districts sanitaires et comme je l'ai dit tantôt, nous pensons aller à 50% de couverture avant la fin de l'année 2025. Et à l'issue de cela, nous avons procédé à l'évaluation de cette expérience pilote et on a développé un nouveau plan stratégique 2026-2030 par rapport à la triple élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B. Slide. Alors, qu'en est-il de leadership politique et institutionnel? Non? OK. No, no. Back. C'est lui qui a ça. OK. Alors, par rapport au leadership politique et institutionnel, il faut dire qu'à l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon en 2016, nous avons adopté un nouveau plan d'élimination de la transmission mère-enfant pour la période 2016-2020. Ce plan a été lancé sous le reparrainage de la Première Dame qui, du coup, a pris l'engagement de pouvoir nous aider à faire le monitoring des indicateurs en lien avec la PTME. Ainsi, de façon semestrielle, tous les directeurs régionaux de la santé étaient invités à l'effet de présenter le niveau des indicateurs en lien avec la PTME. Cela a créé l'émulation au niveau de ces directeurs et les meilleurs recevaient une distinction. Il y a également les leaders politiques féminins que nous avons utilisés dans l'approche pour pouvoir passer des messages forts au niveau de la communauté. Et tout dernièrement, nous avons lancé une campagne dénommée « En finir avec les nouvelles infections à VIH chez les enfants ». Et cette campagne a conduit la participation de beaucoup de personnalités de sexe féminin, à savoir la vice-présidente de la République, la présidente de l'Institut des femmes, le ministre des Affaires sociales et la présidence du caucus des femmes parlementaires. Et cette campagne a permis de développer des capsules vidéo que nous passons sur les réseaux sociaux également, sur la chaîne de télévision nationale. Alors, également, il faut noter que la triple élimination a été intégrée dans le plan stratégique national d'élimination 2024-2030 comme priorité nationale. Slide. Toujours par rapport au leadership politique et institutionnel, il faudrait dire que le gouvernement du Bénin fait un effort substantiel dans l'amélioration du financement de la lutte contre le VIH, la syphilis et les hépatites. Ainsi, déjà depuis le GC5, les financements alloués par rapport au budget de l'État en contrepartie du financement du Fonds mondial augmentent d'un cycle à un autre. Nous sommes passés de 20% pour le GC5 à 28% pour le GC8, puis à 37% pour le GC7.
ce qui montre l'engagement au plus haut niveau par rapport au financement accordé à la lutte contre le VIH. Il faut noter également que les différents plans TTME que nous avons élaborés dans le pays ont été évalués avec la participation de toutes les parties prenantes. Slide. Par rapport au leadership scientifique et programmatique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je l'ai dit tantôt, il y a l'utilisation des tests combinés syphilis duo depuis 2018. Et depuis 2021, nous avons associé les tests de dépistage de l'hépatite B pour en faire la triple élimination. Il y a également l'introduction de l'algorithme à 3 tests dans la PTME au Bénin depuis l'année 2021. Nous avons également adopté le Prophylax All, qui a été seulement lancé par l'OMS en 2024, à savoir que, indépendamment des résultats de la charge virale ou bien de la positivité de l'antigène HBE, nous mettons systématiquement toutes les femmes enceintes dépistées positives sous ténophobie pour réduire le risque de transmission à l'enfant. Il y a également une couverture de l'ensemble des maternités du secteur public par rapport à la PTME. Et quand nous prenons le privé, c'est déjà près de 96% des cliniques privées qui sont enrôlées dans la PTME. Slide. Par rapport toujours au leadership scientifique et programmatique, il y a une valorisation des données. Nous avons réalisé un paramétrage de l'ensemble des indicateurs en lien avec le processus de la PTME sur le VIH, la syphilis et l'hépatite B dans le DHS2. Donc toutes ces informations sont directement entrées dans le DHS2. Il y a également une promotion de la recherche locale, indépendamment des projections Spectrum qui se font pour connaître la transmission mère-enfant. Nous réalisons au niveau de notre pays, tous les 2-3 ans, une évaluation de la transmission mère-enfant du VIH. Également, il y a une formation des agents avec des approches innovantes. Nous faisons à la fois des formations en présentiel, mais également des formations en ligne. Et chaque mois, nous définissons des thématiques en lien avec la PTME que nous faisons en ligne avec les acteurs au niveau opérationnel, puisqu'il y a eu aménagement des ressources. Par rapport au privé, du fait que les formations sur la PTME durent en moyenne 5 jours, des fois même ça va jusqu'à 2 semaines, nous avons obtenu un compromis avec le privé pour réaliser des formations en présentiel de 2 jours et puis des coachings sur site pendant 2 semaines pour renforcer les compétences des structures privées. Il y a également la mutualisation de l'utilisation des gènes experts pour la réaction de la charge virale chez les femmes enceintes. Pour finir, par rapport au leadership communautaire, il faut dire que nous utilisons les modèles, les meilleurs modèles pour l'accompagnement des nouvelles femmes dépistées en CPN. Il y a un engagement communautaire local à travers les organisations dans chaque région d'une journée par an de mobilisation des leaders en faveur de la PTME, du dépistage des conjoints par des hommes et de l'accompagnement des femmes tout au long de la grossesse, de l'accouchement et de la période postnatale. Il existe également dans le pays une veille communautaire qui est assurée par le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH et le réseau des enfants vivant avec le VIH. Slide. Alors, il faut retenir en synthèse que le succès de la triple élimination dépend des efforts combinés des décideurs politiques, des partenaires de soins de santé et de la communauté. Ensemble, faisons en sorte qu'aucun enfant ne naisse plus jamais avec le poids évitable d'une maladie transmissible. L'histoire retiendra non pas ceux qui ont observé, mais ceux qui ont agi. Je vous remercie. Dr Bachabi pour sa brillante présentation qui a permis de révéler ce que le Bénin fait en matière de triple élimination du VIH, la syphilis et de l'hépatite B. Il a notamment évoqué les différents types d'actions que le Bénin mène, que ce soit au niveau du leadership politique, programmatique, scientifique, mais aussi au niveau communautaire. Donc c'est le moment de recueillir vos questions. Please, can you help us with the mic, please? Okay.
Donc, s'il y a des questions, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Thank you. Merci beaucoup. Dr Fagbemi de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Je voudrais remercier le présentateur, Dr Bachabi, pour sa brillante présentation. Je voudrais en profiter pour demander quelques éclaircissements. Par rapport à la présentation, j'ai vu que le Bénin était candidat à l'ETME VIH-Syphilis. Je n'ai pas vu candidat à la triple élimination. Je voudrais comprendre pourquoi on est candidat juste pour le VIH et la syphilis et pourquoi pas pour la triple élimination. Je sais que ce n'est pas le programme national de lutte contre les hépatites, mais comme vous travaillez ensemble, vous savez qu'en général, les gens sont motivés pour faire le dépistage quand ils savent qu'il y a un traitement qui suit et que probablement ce traitement est gratuit. Pendant longtemps, ça a été le cas pour le VIH. Vous le savez très bien. Dès le moment où on peut dire aux gens, si vous êtes dépisté positif, on vous prend en charge gratuitement, les gens sont venus beaucoup plus nombreux pour faire le dépistage. Alors, quelle est la situation par rapport à l'hépatite au Bénin? Et enfin, vous avez parlé de recherche par rapport à la transmission mère-enfant de ces trois pathologies. Quelle est la situation? Je sais qu'on connaît à peu près le taux de transmission mère-enfant pour le VIH. Est-ce qu'on connaît actuellement le taux de transmission mère-enfant pour les autres aussi? Voilà, merci, je vous remercie. Merci. Vous permettez, Mrs. Moringa, sorry. J'avais pensé qu'elle n'était pas là, mais elle nous a rejoint, donc on va lui donner aussi le temps de rapidement faire sa présentation. Mais avant, je laisse le docteur Moussa répondre. Elle fait sa présentation et on va revenir sur les questions. Donc, une réponse rapide. Oui. Merci beaucoup pour la question qui a été posée par le compatriote. En fait, vous allez constater que même dans les succès que j'ai présentés, surtout pour les pays africains, aucun n'a éliminé les trois. D'accord? Les exemples qui ont été présentés, c'est surtout par rapport au VIH. Il n'y a qu'au niveau des îles Maldives qu'il y a eu l'élimination des trois à la fois. Donc l'OMS donne libre choix à chaque pays en fonction du niveau où il se retrouve par rapport aux indicateurs qui permettent d'apprécier l'élimination, de pouvoir postuler à la validation de l'une ou de l'autre. Et vous convenez avec moi que par rapport au VIH et la syphilis, le Bénin a fait une avancée remarquable. Tous les indicateurs de processus qui sont exigés pour prétendre à l'élimination sont déjà au top au niveau du Bénin. Nous n'avons que de difficultés que par rapport à l'indicateur d'impact. Il y a deux indicateurs d'impact qui sont concernés par rapport à l'ETME du VIH. C'est le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant qui doit être inférieur à 5%, et puis c'est le nombre de nouveaux cas qui doit être inférieur ou égal à 50 000 cas pour 100 000 naissances vivantes. Alors par rapport aux trois indicateurs en lien avec le processus, le Bénin les valide, mais par rapport aux indicateurs d'impact, c'est à ce niveau que nous avons encore un peu du chemin à faire. Je puis vous dire que pour le nombre de nouveaux cas, nous sommes à 82 cas contre 50 recommandés par l'OMS pour prétendre à l'élimination. Alors que pour l'hépatite B, nous sommes tout à fait au début. Vous avez vu, j'ai présenté la prévalence chez les femmes enceintes qui dépasse les 7%. Nous n'avons pas encore eu de recul pour évaluer la transmission mère-enfant par rapport à l'hépatite virale B. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. En ce qui concerne le traitement, c'est vrai, le traitement par rapport à l'hépatite virale B, même l'hépatite C, est disponible au niveau du Bénin aujourd'hui. En ce qui concerne l'hépatite C, le traitement est pris en charge totalement par l'État, mais il faudrait répondre à un certain nombre de critères d'éligibilité avant de pouvoir en bénéficier.
Par rapport à l'hépatite B, il faut retenir que tous les malades co-infectés VIH et hépatite B, du coup, avec le traitement du VIH, ils bénéficient déjà. Mais chez les femmes enceintes qui sont dépistées positives pour l'hépatite B, nous mettons à disposition un traitement. Pour le reste de la population, l'État finance à coût réduit le traitement qui n'est pas encore totalement gratuit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Please, je vais vous demander de rejoindre d'abord ce côté. On va accueillir Madame Maureen Moringa. Please, applause for Madame Maureen, Mrs. Maureen Moringa from Kenya, please. Thank you very much. I'll speak in English. I'm still learning my French. Is it bonjour now or bonsoir or what is it? And then comment ça va? Merci beaucoup. So I do not have PowerPoint presentation because I want to speak from my heart. And I'm speaking from my heart as a person who has been through what we used to call prevention of mother-to-child transmission programs twice. I succeeded once, and I failed once. I failed because of the systems were not there. We didn't have the tools. We didn't have the commodities that enabled mothers to enjoy motherhood. Therefore, motherhood became guilt for us, because when you have passed infection to the person you love most in the world, then it is a very long walk of guilt, shame, disappointment. The relationships are broken with the child, and therefore, because of that, I decided to join advocacy for elimination of vertical transmission, so that no woman would go through what we have gone through for those of us who did not succeed at some point. But the good thing is that we got scientific tools, and my second child is HIV-free. So that means, like other people have said, the elimination is doable. There's a speaker who said that it is an achievable scientific goal. But the reason we are not achieving it is because it's not just scientific. This is about people. It is about human lives. And it is about people who are as diverse as we are in this room and going through different challenges. And therefore, we cannot talk about elimination without talking about women living with HIV, syphilis, or hepatitis B, because they are the ones who have the power to prevent or have the vulnerability to pass the infection to these children. So they must always be in the room when we are making decisions. So when we are talking about what the kind of leaders we want to take us to succeed in elimination, I'll talk about leaders with lived experience. We understand firsthand the criminalization, we understand stigma, we understand rejection, we understand postpartum depression, and all these are barriers to achieving vertical elimination. And therefore, we don't want to just be consulted. We want to be part of the decision making, because we will leverage our lived experience to make sure that the programs are actually responding to the needs of the women. So this is one of the gaps that have enabled us not to reach vertical transmission up to this time. In 2025, we are still talking about elimination. What are we not doing well? We want leaders who are bridge builders between community and policy. People who can translate the realities of community to policy language, and also bring technical guidance back to the community in a meaningful way. People who understand grassroots organizing, but they also understand institutional processes, so that they are able to translate the grassroots organizing into policies, and to translate policies to the people who are supposed to be served by these policies. We want leaders who can challenge structural barriers.
You know, it's when you're told that these girls are getting HIV because of poverty, addressing poverty becomes a big deal. And you are looking at your program of $1 million, and you are looking at the poverty level of the community you are serving, and you are saying, well, this cannot happen. So let us just focus on symptoms. And for a long time, we have focused on symptoms. But it is a time when we have to have these difficult conversations. Why is it that we have treatment in the facility, but women are not coming for services? What is this thing that makes them not come for services? And I'll tell you for a fact, proven scientifically and behaviorally, that no woman would want to infect their children. Even the women who are deemed evil, they would never want to pass the infection to their children. So first of all, we have women who want to prevent infection to their children. Then we have commodities at the facility. Why is it not happening? What is happening between the woman and the commodities? And these are some of the questions we really need to answer and find solutions to be able to ensure that every woman who needs services is able to access services and tools and support they require to prevent HIV from their children, and also syphilis and hepatitis B. We must address criminalization. We have countries that criminalize women who are breastfeeding for not adhering to treatment. And when you visit these women in prison, you find that they have postpartum depression. So are we looking at a woman holistically, knowing that during pregnancy, birth, and breastfeeding, someone can be depressed? And maybe that is the time you've also told them their HIV status. They need more than just treatment. They need mental health support. They need counseling. They need love to be able to stay on treatment. We must address gender inequality. Allow women to make decisions about their health. Allow flexible times for women to attend clinic. Stop forcing women to drag men along to the facilities. They call it assisted partner notification, or is it bringing your partner for testing? It is not our responsibility to bring those men. They are stronger than us. So allow us to come and access services and let them come in their own, or find them in their safe spaces and test them. When you want us to bring people who are stronger than us and do not want to come to the facilities, you're actually chasing us out. And then you'll call us lost to follow up, but we have actually been bullied out of care. Then support the women differently. There are women who just get to know their status. And then there are women who have been on ARVs for 20 years. These ones need different packages of services. Some are already stable on treatment. Others are just knowing and struggling with challenges, including stigma. Don't have a one-size-fits-all package. You will either bore the one who is already knowing what she needs to do, or disempower the one who doesn't know what they need to do. Do assessments of every client and give them a package of care that suits their need. And then let us address weak healthcare systems. I don't know about your countries, but in my country, pediatric commodities are the ones that are usually out of stock many of the times. It's either we don't have prophylaxis, it's either we don't have PCR testing machines, it's either we don't have machines to test, we can't do hepatitis B testing, or we have done, but we can't, put people on treatment. So the commodities that are required for triple elimination, it is very sinful. In fact, it is very evil if we lack those commodities and we are denying children a healthy beginning to life or a healthy start to life. So we want people who are courageous enough to speak about these issues and address them, and not just the symptoms that we are used to addressing. And finally, we want us to prioritize community-led monitoring. And we don't need to have those big tools to be able to monitor community challenges. Even one report brought by a patient should be enough to give an alert and start investigating how many more are going through that. If a client walks in and say, I went and I did not get HIV testing because they said the test kits are not there, find out how many more have gone and missed the testing. So we need to use feedback from community and community-led monitoring to change our programs or to inform our programs. And let us not be stiff. Let us always change with needs. Sometimes we have emerging issues that arise that need us to change how we provide services.
So I think we have, as people from the community, people living with HIV, we have real powers to assess programs. We have real powers to demand change and hold implementers accountable. We just need the resources and the mechanisms to do so. Thank you. We have just 5 minutes to have your question. Est-ce qu'il y a des questions? OK. This side. OK. You'll allow me to address myself in English. Thank you so much, presenters, for wonderful insight that you basically shared. So to the first presenter, if you may allow me. So HIV screening or testing, positive treatment, and there is medicine available. Syphilis, we are using VDRL and to screen, and then we need to do a confirmatory test before we can treat. Hepatitis B surface antigen testing is a screening. Then we need to do further tests such as hepatitis B, DNA or viral load level to decide whether to treat or not for pregnant women. And then there's the treatment component, which could be available. The component of confirmatory test for syphilis and for hepatitis B in Benin and other countries that are making progress on the triple elimination. What are you doing? Are we overruling the second level testing and treating all those who are screened positive? Or are you supporting the second level testing to ensure that those women who are actually tested actually can get the treatment? Thank you. Pour le VIH, vous faites l'algorithme à 3 tests. Donc il y a juste une confirmation du résultat. Maintenant pour l'hépatite, lorsque vous faites le premier dépistage, est-ce qu'il y a une confirmation du résultat ou comment vous faites le test? Okay, we get the second question before answer, please. Voilà, merci beaucoup. Merci aux deux présentateurs. C'est Dr Abdoulaye Sagnan du Sénégal. J'ai une question pour la première présentation en rapport avec la triple élimination. Et je le remercie pour les efforts qui sont en train d'être faits au niveau du pays, mais aussi l'accompagnement de l'État pour la triple élimination. Mais aussi, j'ai entendu parler qu'ils ont un PCNI, un plan stratégique intégré au niveau national. Ça entre dans les nouvelles recommandations de l'OMS. Je pense que c'est une bonne stratégie. Maintenant, j'ai vu aussi pour les données, pour le cas des secteurs privés, la stratégie qui est adaptée, je pense que c'est une stratégie qui est adaptée au secteur privé, tout en plus les retenir pendant 16 jours pour une formation. Je risque que vous n'aurez pas à avoir des personnes qui seront présentes dans les salles ou bien dans le suivi. Maintenant, ma question est quelles stratégies sont mises en place pour la capitalisation des données du secteur privé? Je sais que vous avez le DHSD qui est là. Est-ce que le secteur privé saisit à temps ces données dans le DHSD? Ou bien, si c'est le cas, j'aimerais au moins vous partager les bonnes pratiques qui sont menées au niveau du Bénin pour avoir, je ne sais pas de la totalité, mais au moins avoir une bonne couverture à plus de 80% des données du secteur privé dans le cadre de la triple élimination. Voilà, merci beaucoup. Pour ce qui est du test de l'hépatite B, c'est parce que c'est gratuit pour les femmes enceintes chez vous ou bien c'est payant, comme vous n'avez pas le triple test disponible au niveau du pays. Merci. Merci beaucoup. Just the last, une dernière question pour finir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'associe à mes prédécesseurs pour féliciter les deux présentateurs. J'avais peut-être un commentaire suite à la première présentation qui est relatif à l'intégration. Vous l'avez dit, cher coordonnateur, dans votre présentation, le programme VIH est à part, le programme hépatite est à part, mais comme vient de le dire le Dr Sagnan, le plan stratégique est intégré et ça concerne l'ensemble des maladies. En termes de formation, je suppose que aussi les formations sont intégrées, c'est les formations que les deux programmes font ensemble, d'autant plus qu'au niveau opérationnel, c'est la sage-femme
qui reçoit la femme enceinte, elle est censée en tout cas délivrer un paquet intégré de services. Donc au niveau opérationnel, la question de l'intégration ne se pose pas de mon point de vue. C'est plutôt un commentaire. Donc par rapport à notre consoeur, juste peut-être si elle peut revenir sur les interventions, parce que depuis le début en tout cas des phases pilotes, comme l'a si bien dit, il y avait les médiatrices, ensuite les madame mentors, toutes ces interventions-là ont pu quand même améliorer de façon drastique les indicateurs de couverture de la PTM. Merci. Au premier intervenant, il s'agit de quelle stratégie nous mettons en place par rapport au traitement, par rapport aux 3 affections. Est-ce que c'est dès le dépistage avec le premier test que nous traitons les sujets? Par rapport au VIH, lui-même il a dit, c'est un algorithme à 3 tests. Nous savons que le premier test que nous utilisons, qui est le syphilis duo, la partie VIH, quand elle est positive, on passe au deuxième test, et le deuxième test qui est utilisé au Bénin, c'est le first response. Et s'il est également positif, nous passons au 3e test. Donc c'est quand les 3 tests sont concordants que nous initions le traitement par rapport au VIH. Mais par rapport à la syphilis, dès que le test réalisé est positif, on peut traiter par défaut. C'est vrai que la sensibilité du test qui est sur le syphilis duo n'est pas très forte, mais nous faisons un traitement par excès et le traitement également est disponible et gratuit pour toutes les femmes enceintes. Par rapport à l'hépatite virale B, c'est les tests rapides qui sont également, c'est le détermine HBS qui est utilisé. Et dès que ce test est positif, nous demandons normalement la charge virale. Selon les recommandations de l'OMS, c'est quand la charge virale est supérieure à 200 000 unités par millilitre qu'il faut faire le traitement, ou bien quand vous avez la possibilité de faire l'antigène HBE, vous pouvez décider du traitement. Mais j'ai dit tout à l'heure que depuis 2024, nous avons adopté le prophylaxe ALL qui a été recommandé par l'OMS. Donc, puisqu'on sait que l'accessibilité à ces tests est un peu problématique, c'est-à-dire pouvoir avoir les résultats de la charge virale ou bien l'antigénémie HBE, nous traitons systématiquement tous les cas dépistés positifs. C'est ça le prophylaxe ALL. La deuxième question, c'est par rapport au privé. Je l'ai dit, en fait, vous convenez avec moi qu'il serait difficile pour les privés qui sont à but lucratif de pouvoir se rendre disponibles pour 5 jours, 2 semaines et suivre une formation. Donc, nous avons développé un modèle adapté pour le privé, à savoir des formations en présentiel pour 2 jours et puis un coaching sur site pendant 2 semaines pour les accompagner. Mais je puis vous assurer qu'au niveau du Bénin, que ce soit le secteur public ou le privé, les 2 secteurs sont enrôlés par rapport à la documentation de l'information dans le DHS2. Les privés relèvent du district sanitaire où ils se trouvent, donc ils ont l'obligation de pouvoir transmettre les informations au niveau du district sanitaire pour que ceci soit inséré dans le DHS2. Donc, y compris les données du privé et les données du public, c'est tout cela qui remonte à travers le DHS2. Par rapport au traitement de l'hépatite B, c'est ça, hein? Je l'ai dit, pour les femmes enceintes. Oui, c'est déjà revenu dans ce qu'il demande. Oui, pour les femmes enceintes, le traitement est gratuit, hein? Mais nous faisons la prophylaxie jusqu'à 12 semaines après l'accouchement. Et après, la femme, en fonction de son statut, peut être orientée vers un site qui prend en charge l'hépatite virale B et puis elle peut entrer dans le processus. Mais le programme arrive à assurer la prophylaxie pour toute la période de grossesse et également 12 semaines après l'accouchement, après quoi elle est orientée vers les sites de prise en charge de l'hépatite B où elle bénéficie d'un certain nombre de bilans pour voir son éligibilité et la continuité de son traitement. Merci. Merci bien, Dr Bachabi. Nous allons passer la parole à Madame Morenga. The floor is yours. Take the mic.
Thank you very much. Like I said, we work at the community, and therefore we tag women living with HIV, expert mothers, and mentor mothers who support in the program. So the main intervention includes community awareness. We believe that communities need to be aware of the importance of vertical elimination even before they get pregnant, so that they can make pre-pregnancy decisions that include possibility of eliminating vertical transmission. So we support awareness and community sensitization. We support treatment literacy. We know that if people are able to understand the diseases and take charge of their lives, then it is more sustainable than monitoring them every day and every night. So we make sure that people understand the three diseases and how they are treated, how they present themselves, and what they need to do. So really intensive treatment literacy happens. And for those that are pregnant and they tested HIV negative, we support with the options of preventions. And now we can see that prevention options are increasing. So when we have a lot of menu of options, we are hoping we'll be able to reach more women so that they, during the pregnancy, they can stay HIV free, and even during breastfeeding and thereafter. We offer psychosocial support, including counseling, nutritional therapies, and nutritional support in terms of food baskets, GBV care. People experience a lot of gender-based violence, especially during disclosure. So we provide care and prevention for GBV, and also stigma reduction. Stigma has been a big barrier, but not very many programs are intentional in reducing stigma. And then we have also understood that the easiest way to address stigma is to support someone to overcome self-stigma. So if I have overcome self-stigma and I tell you I'm living with HIV, even if you hate me, I don't hate myself, so I will be able to survive and seek treatment. And then we ensure that there's access, and there's adherence, and there's retention during that time. We also take the lived experience from the community to inform policies and monitor quality of services. Thank you. Ok, thank you, Mrs. Morenga. Donc, nous allons remercier nos deux présentateurs. Pour le premier qui a mis en exergue le leadership, surtout au niveau programmatique et au niveau politique, et Madame Morenga qui est surtout revenue sur l'intégration et le leadership communautaire qu'il doit y avoir pour supporter la triple élimination. Et pour finir, s'il y a quelque chose de principal que je vais résumer dans ce qu'elle a dit, I just want to resume your last point of view. No woman wants to pass on a disease to her child. Donc aucune femme n'a volontairement envie de donner naissance à un enfant avec une maladie. Donc les femmes et les communautés sont prêtes à tout faire aux côtés des programmes pour aller vers la triple élimination. Donc je vous prie d'applaudir nos deux panélistes. Et donc, thank you for your presentation. Et on va donc clôturer la session. Merci.